Donc, aujourd'hui, comme vous savez, le titre, c'est devant la multitude de traitements pour l'hémophilie A et B, c'est comment faire le tri, comment comprendre quelles sont les meilleures options possibles dans quel contexte. Et bien sûr, c'est présenté par la CHQ avec le soutien avec tous nos partenaires que vous voyez sur votre écran. Pour l'expérience, la prochaine page, vous allez voir pour l'expérience participant, vous êtes en mode webinaire. Donc, c'est normal que votre micro soit fermé et que votre vidéo soit fermée. Mais sachez que durant l'activité, le déroulement, David va vous l'expliquer dans quelques secondes, mais vous aurez le droit d'ouvrir le micro si vous levez la main à une période spécifique. Donc, nous allons bientôt démarrer la rencontre, la séance d'information et d'éducation, et il y aura une période de questions à la fin. Vous allez voir, c'est hyper interactif, donc il y aura des moments où vous allez pouvoir soit voter ou lever la main ou répondre. Et donc, ce webinaire sera enregistré, bien évidemment aussi, pour que puisse être accessible sur notre site web et avoir une plus grande portée. Et justement, pour la période de questions, si on peut aller à la prochaine page, vous allez voir, pour la période de questions, il y aura une période spécifique à la fin de la séance. Vous allez voir, on va rouler de façon interactive, mais différemment. Donc, déposez vos questions au fur et à mesure, si vous voulez bien. Sur votre écran, si vous bougez un peu votre souris, vous allez avoir un écran qui ressemble à celle que vous voyez à gauche. Vous posez la question, vous la déposez, vous envoyez anonymement. Nous, de notre côté, on reçoit, on les compile et lorsque c'est rendu à la fin, à la période de questions, puis on fera à tour de rôle, on pourra demander au panel de donner des précisions ou donner plus de détails. Et donc, ça, c'est pour votre expérience participant. Donc, et voilà, je vous ai promis une intro très courte. Et donc, ici, je pense que l'intro, en fait, elle va être courte, mais elle ne devrait pas être courte. En fait, je sais que vous connaissez David Page, je sais que vous connaissez François Laroche. Et en même temps, je me dis, ben, quel plaisir de les avoir. Puis, ils ont tellement un parcours assez étoffé qu'en fait, si je commençais avec David Page, donc David, comme vous savez, vous l'avez vu à plusieurs occasions, il a été bénévole et encore bénévole autant à la SCH, à la SCHQ, chez Québec, la Fédération mondiale d'hémophilie. Il est également employé à la SCH, occupé plusieurs postes du fait de ses connaissances multiples et ses talents multiples. Donc, présentement, il est directeur national des politiques de santé. Donc, bonjour David et bienvenue à la séance de ce matin. Merci Mylène. Et François, quoi dire de François, notre homme à tout faire et de par sa curiosité et son background en journalisme, il a été évidemment bénévole très longtemps à la SCHQ depuis 1993, également président de la SCHQ depuis 15 ans. Comme je vous ai mentionné, de par sa curiosité, de par son intérêt et sa formation en journalisme, il a été rédacteur en chef de l'Écho du Facteur et l'hémophilie de nos jours également. Présentement, président sortant de la SCHQ, également membre du comité de biovigilance depuis 2005 et président du comité de biovigilance depuis 3 ans. Donc, François, bienvenue. Merci Mylène. Très plaisir. Et messieurs, vous me laissez un autre 30 secondes et après ça, je vous cède la parole. Oui. Très bien. Et donc ici, c'est beaucoup d'informations, mais je vous inviterai à prendre le temps de le lire parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai mentionné, c'est très interactif. Et les exemples qui suivent sont tirés d'un sondage, donc vraiment des cas réels effectués au cours des derniers mois auprès des personnes atteintes d'hémophilie A et B, ou B en fait, et de leur aide soignante, que ce soit parents ou tuteurs. Par contre, tous les noms sont fictifs, évidemment. Vous allez comprendre que c'est pour l'anonymat, la confidentialité. Et les situations vécues sont présentées en vrac pour être certain que, bon, on ne puisse pas reconnaître la personne qui a donné son temps à la recherche. La SCH et la CHQ n'ont pas l'habitude de pratiquer la médecine et ne recommandent aucun cas de traitement particulier à des individus donnés. Dans tous les cas, il est recommandé de consulter son médecin avant d'entreprendre le moindre traitement. Les noms de marques de produits thérapeutiques sont indiqués à titre d'information seulement. Ça, c'est important pour nous. Aujourd'hui, c'est de l'éducation et l'information qu'on veut diffuser. Ça, c'est bien important.
Et leur mention de cette présentation ne constitue en rien un appui des auteurs à l'endroit d'un produit en particulier, sachant que toutes les situations sont différentes et les CTH demeurent votre meilleur partenaire. Donc ici, je peux bien céder la parole à David et je vous souhaite une belle séance et on se reparle un peu plus tard. Merci encore, Mylène. Donc, tout ça a commencé il y a un an quand j'ai été invité à présenter ma façon de penser sur les traitements à un groupe de médecins en Europe. Et je trouvais ça un peu difficile de présenter un seul unique point de vue. Donc, j'ai pris la peine de consulter des gens à travers le monde pour demander c'était quoi leur considération vis-à-vis des traitements. Mais c'était assez gentil pour me répondre. Et donc, j'ai pu créer 17 cas de patients ou d'aides-soignants et là, on va présenter les cas aujourd'hui. Et pour chacun des cas, on vous demandera qu'est-ce que vous choisiriez parmi toutes les options de traitement. Non seulement les options qui sont disponibles aujourd'hui, mais ceux qui s'en viennent. Et après vos réponses, on va voir qu'est-ce que ces gens dans la vraie vie ont choisi ou choisiraient parmi les options. Si on peut passer à la prochaine. Pour les prochaines 90 minutes, on va imaginer que c'est un monde idéal. Toutes les options actuelles ou à venir sont disponibles. Donc, ils ne sont pas soumis, comme c'est le cas présentement au Québec, à des restrictions d'accès. Et je parle surtout des produits à demi-vie prolongée. Et on va imaginer aussi qu'il y a une très bonne collaboration entre le patient et le médecin, puis ils choisissent ensemble le produit. Donc, ce n'est pas une question ici de savoir les bonnes réponses ou les meilleurs traitements. C'est plutôt un exercice pour savoir que considèrent les gens quand ils sont face à un choix comme ça. C'est quoi les aspects importants au niveau du traitement, mais aussi au niveau de leur propre vie qui vont influencer la décision. Donc, ça a été présenté, cette présentation un peu comme ça en Europe avec 1000 médecins pour un peu inspirer les médecins à mieux connaître les façons de penser des gens. Mais aussi, on l'a présenté à la Fédération mondiale de l'hémophilie, à le congrès virtuel l'année passée, ou cette année, et aussi en Tunisie et en Irlande. Je suis bien content qu'on a des amis non seulement du Québec qui participent, mais aussi de la France et de la Tunisie avec nous aujourd'hui. Donc, on commence. Donc, d'abord, je dois vous expliquer c'est quoi ces produits qui sont disponibles. C'est les produits dont on va parler aujourd'hui. Il y en a qui sont très bien connus, d'autres un peu moins. Donc, évidemment, les concentrés de facteur 8, on parle de facteur d'hémophilie A pour le moment. Les concentrés de facteur 8 à demi-vie standard, soit dérivés de plasma, le facteur 8 et le facteur von Brand, ou les produits recombinants. Les concentrés de facteur 8 à demi-vie prolongée, qui sont disponibles un peu partout au monde, mais pas beaucoup ici au Québec. Le emicizumab, ou nom de marque, c'est le Hemlibra, qui est un anticorps monoclonal qui s'injecte sous-cutanément, qui, on espère, sera disponible au Canada et au Québec l'année prochaine. Pour le moment, c'est disponible uniquement pour les patients avec inhibiteurs. Le fitusiran, qui est un produit intéressant, qui est un RNAi, donc un RN interférent, qui aussi s'injecte sous-cutanément, qui est en phase 3 de recherche clinique et qui risque d'être disponible d'ici une couple d'années. C'est un produit qui rebalance l'hémostase en diminuant l'antithrombine. Et finalement, tout le monde a entendu parler de la thérapie génique. Et ça aussi, on s'attend à ce que ce soit
approuvé par les instances réglementaires d'ici peut-être fin de 2021 en Europe et peut-être 2022 par le FDA aux États-Unis, puis non, pas longtemps après, j'espère, par Santé Canada. Si on avance sur l'hémophilie B, c'est un peu différent, mais on a quand même des concentrés de facteur 9 à demi-vie standard, soit dérivés de plasma ou recombinants, et les facteurs à demi-vie prolongés qui sont encore disponibles largement dans le Canada, mais à très peu de gens ici au Québec. On développe un facteur 9 sous-cutané qui n'est pas encore approuvé, mais qui risque d'être approuvé d'ici quelques années. Encore, le fitusiran, c'est aussi bon pour l'hémophilie B que l'hémophilie A. Donc, un produit qui va être accessible pour différents troubles de coagulation. Et aussi le thérapie génique qui avance, je dirais, assez rapidement dans l'hémophilie B, puis il risque d'être disponible peut-être avant l'hémophilie A. Donc, ça seront vos choix. Et peut-être vous avez d'autres choix en tête aussi. Donc, on présente le premier cas. Donc, les 11 premiers cas seront des gens avec l'hémophilie A et on suivra avec 5 ou 6 cas en hémophilie B. Le suivant. Donc, on vous présente Michel. Michel a 45 ans, hémophilie A sévère, multiple arthropathie, mais corrigée par les chirurgies, très au courant des bénéfices et des risques. C'est une personne qui très actif professionnellement, puis voyageait beaucoup à travers le monde. Là, depuis 8 mois, il est un peu collé à son bureau. Mais espérons que d'ici l'été prochain, le monde va s'ouvrir. Donc, c'est un sondage qu'on va poser à tout le monde. Donc, si vous êtes dans les souliers de Michel, c'est quoi parmi tous ces produits vous choisirez? Et donc là, on vous laisse voter et on va vous présenter les résultats. Donc, vous avez les mêmes 5 choix, même 6 choix que je vous ai présentés tantôt. On vous donne encore quelques secondes pour voter. On peut voter pour plus d'un choix, je crois. Hein? Oui, on peut voter pour plus d'une chose à la fois, si on veut jumeler les traitements. Mm-hmm. OK, Geneviève, si vous pouvez arrêter le sondage et nous montrer les résultats. Donc, ce sont les résultats? Oui. Oui, donc Hemlibre 4 sur 10, concentré 1 sur 10 et thérapie génique 3 sur 10. OK. Donc, vous allez voir qu'on va, François, on va se relayer. Et donc là, on va présenter le choix de Michel. Michel a choisi le Hemlibre. Il a choisi parce qu'il y a un taux de facteur 8 constant, donc pas de pic et de creux. Il pense qu'il va avoir moins de segments avec Hemlibre qu'avec son produit actuel et ça va améliorer sa qualité de vie. Il ne choisit pas la thérapie génique parce qu'il pense que le niveau d'expression de facteur 8 est imprévisible. Il s'inquiète de la durée de l'expression. Est-ce que ça va 10 ans, 5 ans ou même moins? Il s'inquiète qu'il y ait peut-être existence d'anticorps au vecteur AAV, donc il n'est peut-être même pas éligible. Puis il s'inquiète aux autres inconnus. C'est quoi les effets à long terme de la thérapie génique? Donc, je pense que 3 parmi vous ont fait le même choix que Michel. Là, comme j'ai dit, on va se relayer, François et moi, et c'est François qui va présenter le deuxième cas. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Alors, le deuxième cas, il s'agit d'Oscar. Donc, Oscar est un homme de 70 ans, atteint d'hémophilie A modérée. Il est marié, il a 15 petits-enfants, dont 3 sont atteints d'hémophilie A.
Il éprouve des difficultés grandissantes avec son accès veineux et son épouse n'est pas très à l'aise à le perfuser. Alors là, vous allez voir apparaître à l'écran les choix de traitement dont on parlait tout à l'heure. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de sondage, mais s'il y a quelqu'un qui, parmi vous, voudrait se lancer à savoir quel serait, d'après vous, le choix de traitement qu'Oscar privilégierait. Vous n'avez qu'à lever la main et on pourra vous donner Et pour lever la main, on fait quoi, François? Pour lever la main, vous allez dans le bas de votre écran, vous avez une option où c'est possible de le faire. Participant. Et nous avons Manon Lemire qui a levé sa main. Alors, Manon, est-ce qu'on peut lui donner la parole maintenant? Permettre de parler, oui. Bonjour. Oui. Ça fonctionne. J'irai avec la thérapie génique. Très bien. D'abord à cause de son âge, c'est tout. C'est une excellente option. Alors, voyons voir qu'est-ce que Oscar a vraiment choisi. Et tu l'as dans le mille, Manon. Il a bien choisi la thérapie génique. Pourquoi? Ben, le traitement peut me durer le reste de la vie. Hein, il y a 70 ans. Pas besoin d'accès veineux. Même ma femme pourrait me soigner. C'est une seule injection et c'est bon pour un bon bout de temps. Ça offre une très bonne protection contre les saignements. Ça donne actuellement en moyenne un taux de facteur 8 de 25%, et même plus dans certains cas. Moins de douleur, donc plus de mobilité et une meilleure qualité de vie. Dans les désavantages, ben, je ne verrai plus l'équipe de centre de traitement tous les mois. Il y avait évidemment un certain lien d'amitié avec son personnel soignant. Et bon, il aurait pu aller voir aussi souvent. Donc ça, c'était le seul désagrément qu'il voyait, si vous voulez. Alors, bravo, Manon. Ce n'est pas écrit ici, mais j'imagine qu'il pense aussi à ses petits-enfants. Ah, bien sûr. Et donc, s'il peut avancer la recherche, pour eux, ça serait un avantage. Alors, pour le troisième cas, je laisse la parole à David. Bon, Stéphane. Stéphane a 30 ans, une hémophilie A modérée. Et parce qu'il est modéré, il n'a jamais été sur un protocole de prophylaxie, malgré des saignements assez fréquents. Vous savez, l'hémophilie A sévère, c'est 1% et moins, donc il n'est pas éligible selon beaucoup de protocoles pour le prophylaxie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un choix dans son cas? Qu'est-ce que Stéphane ferait? Et encore ici, à main levée. Geneviève, si vous pouvez donner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Il n'y a personne qui a levé la main encore, je crois. Hein? Donc, on n'a peut-être pas de personnes modérées. Donc, on va aller tout de suite à la réponse. Donc, Stéphane, si on peut voir. Oui, merci. Donc, Stéphane choisit le Hemlibra. Lui, il veut un produit à administration sous-cutanée. Parce qu'il n'est pas sur prophylaxie, il n'a jamais été très confortable avec la perfusion intraveineuse. Il sait qu'il peut faire une injection à tous les mois. Donc, très facile dans son cas. Puis il pense avoir une meilleure protection qu'avec le facteur 8 administré à la demande. Donc, lui, il aura 4% de taux de base, mais il pense avec Hemlibra, ça va être un niveau plus protecteur. Mais il s'inquiète parce que ce n'est pas certain que le Hemlibra sera accessible aux hémophiles modérés. Toutes les recherches à date se font avec les sévères. Et à cause aussi qu'il est modéré, il ne pense pas d'être le premier en ligne pour la thérapie génique. OK, on passe à notre prochain cas. Alors, Tristan a rencontré notre nouveau-né, Tristan, qui est un hémophile A sévère, avec un taux de facteur, évidemment, comme c'est un sévère, inférieur à 1%. Et il a une historique familiale d'inhibiteurs. Son oncle est hémophile aussi et a développé des inhibiteurs au cours de sa vie. Alors, qu'est-ce que vous croyez? On a ici un sondage à vous présenter, donc vous allez pouvoir vous manifester, chacun d'entre vous. Alors, vous avez les choix, encore une fois, concentré de facteur bêta de vie standard, de vie prolongée, ou avec dérivé de plasma, Hemlibra, fitocirane ou la thérapie génique. On vous laisse quelques secondes pour voter.
Ça va? Je crois qu'on peut... Donc, vous êtes 3 à avoir choisi la thérapie génique, 4 à avoir choisi Hemlibra, un concentré de facteur 8 à demi-vie prolongé, recombinant, et 2 à avoir choisi un demi-vie standard dérivé de plasma. Alors, c'est intéressant. Allons voir qu'est-ce que les parents de Tristan ont choisi. Et ils ont choisi Hemlibra combiné à un facteur 8 dérivé de plasma une fois par semaine. Et on va expliquer pourquoi. Mes parents veulent Hemlibra afin d'éliminer mes risques d'hémorragie intracrânienne, qui sont quand même pas si fréquents, mais qui peuvent arriver dans le cas d'hémophilie A sévère. Ils veulent des perfusions hebdomadaires de facteur 8 pour que je m'établisse une tolérance immunitaire. Et on pense qu'avec un facteur 8 dérivé de plasma, les chances de développer un inhibiteur sont très faibles. Et le fait de développer une tolérance immunitaire va faire en sorte qu'éventuellement, s'il reçoit du facteur 8, son corps risque de le reconnaître davantage, même si c'est du facteur 8 recombinant plus tard dans sa vie. Alors, dans son cas, il veut éviter les aiguilles et il veut éviter surtout l'implantation d'une chambre implantable, ce qu'on appelle le porte-caste. Par contre, du côté négatif, les parents s'inquiètent du manque de recherche sur les nouveau-nés comme moi, notamment pour la thérapie génique. Ils ont peur que je développe un anticorps Hemlibra, bien que ce sont des cas excessivement rares que ces cas-là qui développent des anticorps directement aux médicaments. Il n'y a pas d'essai clinique de thérapie génique chez les enfants, comme moi chez les nouveau-nés. Donc, la thérapie génique n'est pas une option pour eux. Donc, bravo à ceux qui ont du moins partiellement trouvé la réponse, Hemlibra et facteur 8 dérivé de plasma. On avait dit qu'on pouvait choisir deux choix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. On ne pouvait pas le voir sur le sondage comme tel. Si c'est ce que vous avez choisi, eh bien, je vous laisse mon chapeau. Oui, c'est un cas très difficile. Puis, on commence maintenant à faire des essais cliniques avec ces combinaisons directement pour voir si on peut tolériser les petits-enfants en même temps qui sont protégés par le Hemlibra. OK. Bon, Gilbert, puis là, je vais faire une petite parenthèse. Une des questions qu'on a vues dans les questions-réponses, c'est pourquoi on ne vous offre pas l'option de choisir les anti-TFPI, les anti-tissue factor pathway inhibitors, qui sont, c'est un autre traitement qui essaie de rebalancer, rééquilibrer l'hémostase. Je dois dire qu'on a choisi expressément de ne pas l'inclure. Au moment de se préparer, deux des 3 essais cliniques avec ce produit-là étaient arrêtés à cause des cas de thrombose. Un de ces essais cliniques vient d'ouvrir, mais ils sont encore au stade 1 et 2, donc moins avancés peut-être que le fitusiran. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas cette option. Mais quand vous levez les mains, vous pouvez toujours dire que vous êtes intéressé. Donc, on passe à Gilbert. Gilbert, 40 ans. Inhibiteur persistant au facteur 8, arthropathie sévère, saignement fréquent malgré la prophylaxie, avec niastase et FIBA. Donc, encore beaucoup de choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever la main et indiquer sa préférence? Pas de main levée? Pas de main levée. Donc, on va passer à la réponse de la personne. Et c'est facile. Le Hemlibra a complètement changé la vie des gens avec inhibiteur depuis maintenant 2 ou 3 ans. Je pense que tous les hémophiles québécois ont fait le transfert à Hemlibra parce qu'ils peuvent finalement avoir un contrôle efficace des saignements. Ça a littéralement changé leur vie. C'est des injections sous-cutanées une fois par semaine. Ça peut même être aux 2 semaines ou aux 4 semaines. Donc, plus de traitements intraveineuses. La thérapie génique intéresse Gilbert, mais il n'y a pas encore de recherche avec les sujets atteints d'inhibiteurs. Ça va peut-être venir. Donc, choix facile ou choix clair dans son cas. OK, on passe à
Oui, Thomas. Thomas. Thomas, notre jeune ado de 13 ans, Thomas est hémophile A sévère, très actif, un peu rebelle. Il se considère comme normal et veut que les autres le considèrent comme ça aussi. À cet âge-là, on veut être bien par nos pères, on veut être normal auprès d'eux, on veut bien être comme les autres. Alors, il commence de par ses actions, des activités, à avoir une arthropathie à une cheville. Donc, une cheville qui commence à avoir des signes d'arthropathie et n'est pas très adhérent à la prophylaxie au facteur 8. Donc, son protocole de prophylaxie n'est pas toujours suivi à la lettre. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui est la meilleure option pour Thomas ou qu'est-ce qu'il a choisi? Alors, qu'est-ce que vous choisiriez si vous étiez à sa place? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, Manon. Emily Bra? Emily Bra. Allons voir ce que... Et peut-être les raisons? Oui. Manon? À cause de la prophylaxie, je crois qu'il y avait la thérapie. C'était où donc? Il y avait un énoncé, je crois, sur. Qui n'était pas réceptif à la prophylaxie. C'est ça, qui n'était pas très adhérent à son protocole prophylactique. Effectivement, c'est le choix que Thomas a fait. Encore une fois, Manon, tu as frappé dans le mille. Bravo. Alors, pourquoi? Ben, mes parents veulent un meilleur contrôle de mes saignements et que j'ai une meilleure adhérence au traitement. Évidemment, avec un traitement sous-cutané une fois par semaine, voire une fois par 4 semaines, c'est plus facile d'être adhérent. Des injections sous-cutanées pour lui, c'est fantastique. Donc, plus de traitement intraveineux, facile. La vie serait beaucoup plus agréable. J'accepterais d'avoir du facteur 8 en second recours comme backup. Évidemment, Emily Bra, c'est un produit qui sert en prophylaxie seulement. Donc, en cas de saignement, on aura toujours besoin de facteur 8 ou en cas d'activité à risque, si jamais il décide de faire une activité qui pourrait le mettre à risque de saignement, mais il pourrait se donner des injections de facteur 8. Pour ce qui est du côté négatif, la thérapie génique intéresse les parents de Thomas et lui-même, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de recherche encore qui est effectuée sur les enfants, donc elle n'est pas encore disponible pour eux. Alors, bravo Manon. On va passer au cas suivant, le cas numéro 7 de Robert. Robert, qui a 55 ans, c'est bien là qu'il n'est pas très sportif, hémophilie A sévère. Par le passé, il était affecté par les infections transmises par le facteur 8 plasmatique dans les années 80, donc le VIH et l'hépatite C. Il y a aussi une histoire passée d'un inhibiteur. Maintenant, il n'a plus d'inhibiteur, mais il fonctionne bien avec une prophylaxie 2 fois par semaine. Donc, dans son cas, ça serait quoi son traitement préféré? Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'avancer? Taoufik, si on peut donner la parole à Taoufik. Je crois qu'il a beaucoup souffert. Donc, c'est les thérapies géniques. OK. Parce que là, vous dites qu'il veut en finir une fois pour toutes avec tout ça. OK, on verra. Salut, mon ami. Et aussi, Taoufik en Tunisie. En fait, non, il choisit un facteur 8, peut-être à demi-vie prolongée, non pégulé. Et il se dit, pourquoi réparer ce qui n'est pas brisé? Il y a eu assez d'expérience avec des nouveaux traitements qui lui ont donné des problèmes. Donc, il est très habitué à faire ses perfusions. Par contre, il aimerait peut-être compter sur un facteur 8 avec une demi-vie vraiment prolongée, puis il y en a en recherche clinique avec une demi-vie de à peu près 40 heures. Donc, ça l'intéresse, mais il n'est pas disponible pour le moment. Il reste préoccupé par le risque des effets indésirables des nouveaux produits, comme le Emily Bra, comme la thérapie génique. Il est aussi inquiet à la pégulation des produits. Il ne sait pas si ça peut avoir des effets à long terme. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas tenté d'être un cobaye. Il veut attendre qu'il y ait davantage d'essais cliniques. Comme mon ami irlandais dit, on va laisser les expériences se faire par les Britanniques. Donc, c'est quelqu'un qui est assez conservateur et qui veut rester avec quelque chose qui fonctionne. OK. Et le prochain?
Alors, voici Ernest. Donc, Ernest a 85 ans. Il est hémophile A léger, avec un taux de facteur de 7%. Il y a quand même des arthropathies avancées aux chevilles et aux coudes, malgré qu'il soit un hémophile léger. Après 85 ans, après de saignements occasionnels dans ses chevilles et ses coudes, il y a quand même un début. Il y a quand même des arthropathies avancées. Et 3 de ces petites filles sont porteuses d'hémophilie. Alors, quel serait le choix d'Ernest, selon vous, parmi les 6 qui apparaissent à votre écran? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nathalie. Alors, Nathalie, bienvenue. Qu'est-ce que tu crois? Je suis là. Allô? Ça va être la thérapie génique. Sans hésiter. Et pour quelle raison? Ben, vu son âge avancé, puis pour aider aussi à la recherche. Excellent point. Alors, on va aller voir la prochaine question sur les noms. Et effectivement, Nathalie, tu as toi aussi misé dans le mille. Pour lui, c'est une question qui ne se pose même pas. J'attends depuis 30 ans qu'elle arrive, la thérapie génique. Et je pourrais faire une différence pour les générations futures en étant parmi ceux qui pourraient l'essayer sans avoir trop d'effets secondaires à long terme. J'ai 85 ans, j'ai rien à perdre. Par contre, je suis inquiet de ne pas être éligible parce que je suis hémophile léger. Est-ce que la thérapie génique, pour le moment, n'est offerte qu'aux hémophiles sévères? Et je suis peut-être trop vieux pour en valoir le coût. On sait que la thérapie génique va sûrement coûter très cher et va être échelonnée sur plusieurs années selon le coût de revient qu'il peut représenter le traitement avec des facteurs conventionnels. Donc, bravo Nathalie. Ouais, bon, si vous pensez qu'on allait oublier les femmes, c'est pas vrai. On a notre première femme, c'est une fille de 14 ans, hémophilie A modérément sévère, donc seulement 2%. Elle a des ménorrhagies, des saignements articulaires occasionnels. Elle était quand même sportive. Et son médecin hésite à prescrire la prophylaxie. Pourquoi? Parce que c'est une fille. On n'est pas habitué à voir ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'avancer? Non. Donc, on va vous dévoiler les choix de Sarah. Donc, elle voudrait vraiment un facteur 8 en prophylaxie, un traitement hormonal pour contrôler ses ménorrhagies et des antifibrinolytiques aussi. Donc, elle pense pouvoir mieux contrôler les saignements avec ces options. Elle aimerait essayer une facteur 8 demi prolongée pour avoir des injections, des perfusions une fois par semaine. Puis elle veut une clinique pour femmes atteintes de troubles de la coagulation. Donc, ici au Québec, on est un peu choyé. On a des centres qui sont spécialisés pour les femmes avec troubles de coagulation, mais ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Au niveau de thérapie génique, elle s'inquiète parce qu'il n'y a pas d'essai clinique du tout chez les filles, chez les femmes. Par contre, personne ne trouve une raison pour ça. Tous les experts disent qu'il n'y a pas de raison pour exclure les femmes de ces essais cliniques. Et elle ne veut pas avoir des perfusions de facteur 8 3 fois par semaine comme on voit avec les produits à demi-vie standard. Et la prochaine. Alors, voici Gabriel. Gabriel, c'est un athlète sérieux de 19 ans, atteint d'hémophilie A sévère. Il pratique entre autres le soccer, le football pour nos amis européens, et le jogging. Il a essayé le facteur 8 à demi-vie prolongée à l'étranger. Il fonctionne très bien comme prophylaxie quotidienne à faible dose de facteur 8, donc 500 unités internationales par jour, ce qui n'est pas très élevé pour son poids, qu'on peut imaginer qu'il doit être autour de 180 livres ou à peu près 75 kilos. Donc, il fonctionne très bien avec cette prophylaxie-là. Alors, quel serait, d'après vous, le choix de Gabriel parmi les 6 qui vous sont présentés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller? Personne? Allons-y avec le choix de Gabriel, alors.
Alors, Gabriel choisit de continuer avec un facteur 8 à demi-vie standard. Je peux avoir un creux plasmatique élevé à 7% avec des perfusions à tous les matins. Donc, lors de son creux plasmatique, avant de se donner sa dose à tous les matins, il est à 7%, donc c'est fantastique. Il peut s'auto-perfuser juste avant de courir pour obtenir son pic plasmatique tout de suite après son injection. Et je ne vois pas beaucoup de différence avec les produits à demi-vie prolongée. Il faut dire que pour les produits à demi-vie prolongée, des facteurs 8 à demi-vie prolongée, on n'arrive pas à avoir quelque chose qui ressemble à une fois et demie la demi-vie, bien qu'il y en ait un qui soit très prometteur, qui soit en études cliniques actuellement. Et il veut minimiser les coûts. Alors, petite prophylaxie à bas dosage, et ça fonctionne très bien pour lui. Et dans les négatifs, il ne veut pas combiner deux traitements, le Hemlibra en prophylaxie et le facteur 8 en prévision d'une activité à risque ou lorsque j'ai un saignement. Il préfère y aller avec du standard. Prochain cas. Et c'est notre dernier cas de hémophilie A. Donc, un jeune homme de 35 ans, hémophilie A sévère et maladie de Van Willebrand type 1. Donc, on dit que c'est très rare, mais peut-être c'est pas si rare que ça. Je pense que si on fait de l'investigation de beaucoup d'hémophilie A, on trouverait peut-être des cas comme ça, étant donné la fréquence de gènes de Van Willebrand. Bon, lui il a des arthropathies avancées aux genoux et aux chevilles, malgré la prophylaxie, puis il admet qu'il a un peu mal à être adhérent à la prophylaxie. Peut-être parce qu'il ne voit pas que la prophylaxie est tellement efficace. Bon, quelqu'un qui voudrait faire un choix. Geneviève. Alors, Geneviève. Oui, oui, allez-y. Thérapie génique. Thérapie génique, OK. Laissons voir qu'est-ce que il a choisi. Oui, il a choisi la thérapie génique. Il dit que le manque d'adhérence à la prophylaxie lui laisse très vulnérable au saignement. Il veut un taux de facteur constant, plus aucune perfusion. Il y a des inconvénients, des désavantages, donc il s'inquiète des effets à long terme de la thérapie génique, le risque de cancer. Pour le moment, tout va bien, il n'y a pas de signe de ça, mais écoute, c'est quand même quelque chose auquel il pense. Puis il a aussi un peu peur de perdre son identité comme personne hémophile. Et ça, c'est surprenant pour moi, mais on entend ça souvent des gens qui ils vivent tellement longtemps avec l'hémophilie que ça fait vraiment partie de leur identité et ils ne veulent pas le perdre. Donc, ça termine les cas de l'hémophilie A et il nous reste des cas de l'hémophilie B. Donc, François. Alors, le premier cas, Serge. Serge est atteint d'hémophilie B sévère. Il a 55 ans. Il a des arthropathies relativement mineures. Il reçoit actuellement un facteur 9 à demi-vie prolongée avec un dosage basé sur des analyses pharmacocinétiques, la PK, ce qui donne un creux plasmatique de 7% avant ces injections. Alors, les choix de traitement, encore une fois. Là, il ne faut pas oublier qu'on est rendu du côté de l'hémophilie B, donc il n'y a plus de Hemlibra. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les choix? Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'hémophilie B pour dépendre. Non, effectivement. Personne. Allons-y avec le choix de Serge. Serge, c'est la thérapie génique qui l'intéresse. Bon, ça fait assez longtemps que je suis hémophile, une perfusion intraveineuse et c'est terminé. Voici sa façon de penser. Je suis assez nerveux par rapport aux perfusions intraveineuses plus tard dans ma vie. Donc, il a peur d'avoir un problème d'accès veineux.
La durée d'expression du facteur 9 semble plus stable que celle du facteur 8. Il a un peu raison. Les données jusqu'à maintenant pour la thérapie génique en facteur 9 donnent de meilleurs résultats un petit peu que pour le facteur 8. Par contre, ces interrogations, c'est est-ce que l'expression du facteur 9 durera toute ma vie? On sait que ça peut durer pendant un certain temps. Est-ce que ça restera pour le restant de sa vie? Il y a 55 ans. Est-ce que c'est reproductible? On ne sait pas non plus. Puis il pourrait peut-être pas suivre un deuxième traitement de thérapie génique à cause de ça, si ce n'est pas reproductible. Alors, voici le cas de Serge. Oui, je pense que Serge a raison à dire que le facteur 9 semble perdurer plus longtemps. Donc, les premières recherches en hémophilie B courent depuis maintenant 9 à 10 ans. Et bien que le niveau d'expression n'était pas très haut, il est resté stable pendant ces 9 à 10 ans. Donc, on a l'espoir que l'expression va durer. Mais le temps va nous le dire. Le prochain cas, c'est Jean, 35 ans, hémophilie B sévère, un professionnel très actif, un ingénieur, donc il est souvent sur le terrain. Il a essayé le facteur 9 recombinant pendant ses études en Ontario, mais donc il faut comprendre qu'il utilise le facteur 9 dérivé de plasma. Et on va poser la question à tout le monde. Donc, on va voir apparaître les choix et vous allez faire votre choix. On a 8 personnes qui se sont exprimées jusqu'à maintenant. 9. Donc, un taux de participation assez élevé. 10 maintenant. Sur 13, c'est bon. Donc, 6 des 10 personnes ont choisi le facteur 9 sous-cutané. Et 4, le thérapie génique. Donc, il y a des gens qui ont voté pour plus qu'une chose. Et on va voir qu'est-ce que Jean a choisi. Bon, il reste avec le facteur 9 dérivé du plasma. Et en fait, il y en a beaucoup de personnes comme lui. Ils trouvent que le facteur 9 dérivé du plasma est plus efficace que le recombinant. Dans son cas, la récupération et le demi-vie sont supérieurs. Et il n'est pas inquiet par rapport à la sécurité du produit. Ça fait 25 ans, presque 30 ans que ces produits-là ont fait leur preuve. Donc, c'est un gars qui pense un peu aux molécules, puis il trouve que le molécule dérivée de plasma est plus naturel et le facteur 9 recombinant est moins naturel. Et on voit que beaucoup de monde vote comme ça. Et même ici au Québec, il y a un bon pourcentage d'hémophilie B qui sont restés avec un facteur 9 dérivé de plasma. OK, on continue. Bravo à la personne qui l'a trouvé ou qui a choisi la même réponse. Alors, voici Luca. Luca est un jeune bambin de 6 mois atteint d'hémophilie B sévère. Son médecin veut commencer la prophylaxie dans quelques mois à raison de 2 fois par semaine. Alors, parmi les choix qui s'offrent à lui, qu'est-ce que vous croyez qui est la meilleure option pour Luca? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Manon? J'irai avec le dérivé du plasma. Alors, un facteur 9 standard dérivé de plasma. On va aller voir qu'est-ce que les parents de Luca ont choisi. Il a choisi un facteur 9 à demi-vie prolongée. Dans son cas, il peut avoir des perfusions de 7 à 14 jours. Alors, c'est beaucoup moins d'injections. Un creux plasmatique très élevé pour éviter tous les saignements à 25 %.
On va éviter évidemment la pose d'une chambre implantable porte 4. Du côté des points négatifs, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de recherche encore sur la thérapie génique pour les bébés. Et il y a quand même des inquiétudes. Perte d'expression du facteur à mesure que le foie se développe. On n'a pas d'essais cliniques sur les enfants, on n'a pas de recherche là-dessus. La durée d'expression à long terme, risque de cancer à long terme. Donc, tout ça inquiète les parents de Luca. Et pour cette raison, ils ont décidé d'y aller avec un facteur 9 à demi-vie prolongée. Je pense que maintenant, peut-être influencé par le facteur 8 dans son cas, parce qu'il y a des évidences que pour éviter les inhibiteurs, on peut commencer avec un facteur 8 jumelé avec le facteur von Willebrand pour diminuer les risques d'inhibiteurs. Dans le cas de facteur 9, les cas d'inhibiteurs sont très rares, heureusement. On verra tantôt un cas difficile. Donc, il n'y a pas vraiment de question, il n'y a pas d'évidence pour distinguer les dérivés de plasma et les recombinants au niveau des inhibiteurs. C'est ça, chez les POPs ou chez les POPs, enfants. Oui. Ouais. OK. Et la prochaine, c'est Antoine. Donc, ça, c'est le cas dont on parlait. Donc, Antoine a 16 ans, porteur d'inhibiteur. Depuis sa jeunesse, depuis qu'il est tout petit, saignement fréquent, tolérance immunitaire impossible dans son cas parce qu'il fait des réactions allergiques au facteur 9 qui sont très dangereux. Il est souvent à l'hôpital. Ça entraîne beaucoup d'absentéisme à l'école et des problèmes au niveau psychologique, il est anxieux et dépressif. Donc, je pense on va demander à tout le monde, ça serait quoi le choix de produit dans son cas. On a rendu à 10 personnes qui ont voté. Donc, 5 ont choisi le fitusiran, 4 le facteur 9 sous-cutané, 2 le thérapie génique, et 1 le concentré de facteur 9 et demi-vie prolongé. On va voir qu'est-ce que Antoine a choisi, ou ses parents Antoine. Donc, premier choix, le fitusiran. Bon, c'est un produit qui est très efficace pour prévenir les saignements. Lui a essayé toutes les autres options, donc les facteurs 9 demi-vie standard ou demi-vie prolongée, sans succès, même s'ils sont dangereux dans son cas. Puis, il est prêt à courir le risque de complications. Donc, il faut admettre qu'on joue avec l'équilibre thrombose-hémostase, et il y a quand même le risque de thrombose, mais dans son cas, ça va mal, puis vraiment, il cherche quelque chose qui va changer sa vie. Tolérance immunitaire n'est pas une option à cause des complications rénales, réactions allergiques. Il n'y a pas de recherche en thérapie génique avec hémophilie B avec inhibiteur. Il s'inquiète que le fitusiran est encore en essai clinique, mais il a vu chez d'autres personnes en essai clinique des résultats très promoteurs. Donc, c'est son premier choix. Et bravo aux 5 personnes sur 10, et c'est quand 50% des gens qui ont misé juste. Et voici Isabelle. Isabelle est une jeune femme de 30 ans, atteinte d'hémophilie B légère avec un taux d'expression du facteur 9 de 20%. Elle est très athlétique et à cause de ça, probablement, elle a des segments occasionnels, traumatiques, nécessitant des traitements. Qu'est-ce que vous croyez qui est le choix d'Isabelle? Est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Personne? Donc, vous avez la réponse. Alors, thérapie hormonale, et encore une fois, pour
éviter ces ménorrhagies, antifibrinolytiques de type cyclocapron et des facteurs 9 sur demande pour ces segments occasionnels articulaires. Elle a toujours eu de bons résultats avec le facteur 9 recombinant et il n'y a pas de raison pour elle de cesser cela. Du côté négatif, qu'est-ce qu'elle voit? C'est qu'il n'y a pas de recherche en thérapie génique chez les femmes, comme on l'expliquait tout à l'heure. Il n'y a pas de raison, mais il n'y en a pas encore. Elle aimerait bien un produit comme Hemlibra, mais ça n'existe pas pour l'hémophilie B. Et le deuxième choix serait peut-être, dans son cas, Fitusiran. Mais comme elle a des segments occasionnels, elle trouve que ça ne vaut peut-être pas la chandelle. Donc, je peux ajouter que cette personne-là, une de ses inquiétudes, c'est de ne pas avoir accès au traitement de facteur 9 quand elle se présente à l'urgence. Elle n'a pas ce traitement à domicile, elle n'a pas ce prophylaxie, puis souvent elle se présente, puis on dit, non, vous êtes une femme, vous êtes une fille, vous ne pouvez pas avoir de l'hémophilie. Donc, des fois, ça lui donne des longs moments d'attente, puis des délais dans le traitement. Donc, ça, c'est une question d'éducation pour les médecins. Ouais. Et notre dernier cas, ça peut être hémophilie A ou B, peu importe, il est 30 ans, oui, on est un peu mêlé, B qui utilise le facteur 8. Bon. Je pense que c'était au départ une hémophile A sévère qu'on avait là, puis... Excusez-nous. Donc, A ou B, ou facteur 8 ou facteur 9, standard, il a toujours laissé les médecins prendre les décisions concernant son état de santé. Vous voyez qu'il est un peu découragé. Et on verra, quand on regarde les choix de traitement, lui, on peut voir sa réponse au prochain diapo. Puis, il n'a aucune idée. Il admet qu'il est dépassé par toutes ses options. Il n'a pas été informé par son médecin. Son médecin ne lui a pas présenté d'autres options. Il s'inquiète, il n'est pas très au courant des essais cliniques, donc il s'inquiète un peu parce que ces thérapies n'ont pas été testées chez beaucoup de gens. Puis, il est un peu inquiet que son médecin ne semble pas être plus au courant que lui. Et je pense peut-être que c'est le cas le plus fréquent dans le monde. Quand j'ai présenté ça aux médecins en Europe, je pense qu'il y avait 1000 personnes dans la salle, puis il y avait la moitié qui ont indiqué qu'ils comprenaient cette personne-là, qu'eux aussi n'étaient pas au courant de toutes les options, puis ils ne se sentaient pas tout à fait habilités à bien présenter les options. À bien conseiller son patient. Oui, ça change tellement vite, il y a tellement d'options, et dans beaucoup de cas, les médecins ne consacrent pas tout leur temps à l'hémophilie, ils traitent d'autres choses. Donc, je pense que ça révèle un besoin au niveau des associations de patients comme le CHQ, de faire des événements comme ça et aider dans l'éducation des patients vis-à-vis les nouveaux traitements. Donc, le médecin, ils doivent aller chercher de l'information auprès de son médecin, mais des fois aussi, les médecins sont pas, même s'ils connaissent les options, ils les présentent peut-être pas. Donc, on a une suggestion de la part des participants qui devraient changer de médecin. Oui, ils pourraient peut-être essayer de voir quelqu'un qui est plus spécialisé en hémostase. C'est une option, effectivement. Et des fois, ça peut se faire, mais quand vous restez dans un endroit où il y a un centre de traitement, peut-être pour la province ou pour la région, puis un médecin. Pas toujours possible. Pas toujours possible d'aller chercher une deuxième opinion ou changer de médecin. Donc, des fois, c'est difficile. Donc, ça prend beaucoup de discussions. Donc, on encourage quelqu'un comme ça de vraiment pousser son médecin à lui présenter les options. Donc, je pense que ça termine nos 17 cas et on passe à la période de questions. Donc, je vois
Il y en a deux à l'écran qu'on peut voir. Le premier, c'est que le discours autour du porte-4 pour les enfants est encore présenté de façon négative dans les CTH. Bon, évidemment, il faudrait peut-être en parler à quelqu'un qui travaille dans un centre de traitement de l'hémophilie. Je ne pense pas que ça soit présenté de façon négative par les CTH. Je pense plus qu'il y a une certaine, à cause des risques d'infection notamment, il y a une certaine résistance de la part des parents, de certains parents, à ce que leur enfant se fasse implanter une chambre implantable, implantable, pour même si ça facilite énormément les traitements, hein, ça reste que c'est un foyer d'infection puis qu'il faut le changer quand même de façon occasionnelle lorsque ça s'infecte. Maintenant, est-ce que c'est présenté de façon négative? Je pense que là, il y a des possibilités de plus en plus nombreuses à éviter ce genre de procédé-là. Et puis, peut-être qu'on le conseille de moins en moins. C'est certain qu'on, je pense que le personnel médical aime éviter l'utilisation d'une porte-4 si c'est possible. Et on a vu dans la réponse aujourd'hui les opportunités avec le HEM Libra et les tout-petits de peut-être éviter l'installation d'une porte-4. Puis aussi avec le facteur 9 à demi-vie prolongée avec une perfusion à la semaine ou même aux 2 semaines, ça facilite beaucoup la perfusion intraveineuse. Ouais. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Sinon, on pourra poser des sous-questions. La seconde que je vois apparaître, je ne sais pas trop ce que c'est que le fitousirane. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Je pense que David, tu l'as fait en bonne partie tout à l'heure. Est-ce que tu veux... je ne peux pas vous expliquer c'est quoi le RNA interférent, mais je ne suis pas scientifique. Mais je peux expliquer un peu plus. Qu'est-ce que ce produit-là fait? C'est un produit antithrombine. Donc, il diminue la quantité d'antithrombine dans le sang. L'antithrombine empêche la création de caillots. Les endroits où on ne désire pas les avoir. Oui, dans les endroits où on n'a pas... Donc, si on diminue l'antithrombine, ça permet d'augmenter la coagulation. Donc la thrombine. Oui, donc ça équilibre cette balance entre thrombose et hémostase dans le corps. Je peut-être m'avance, mais je parle avec ça avec un clinicien récemment, puis j'ai parlé de rebalance, rééquilibre de ces choses-là, puis il dit, mais ça, c'est un euphémisme, on peut dire ça en français. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On a une maladie fatale, qui est l'hémophilie sans traitement, et on amène une deuxième maladie fatale, qui est l'antithrombine. Et ensemble, les deux se balancent. Donc, c'est un concept très intéressant, mais il reste à voir dans les essais cliniques, c'est quoi les risques. Voilà. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à des questions de risque. Puis, ce genre de traitement-là, pour compléter, il va falloir que ce soit d'abord sous supervision médicale de personnes qui sont dans les centres de traitement d'hémophilie spécialisés en hémostase, vraiment, là, pour vraiment calculer les doses, parce qu'on peut échapper un petit peu la situation là, en faisant en sorte d'interférer trop dans ce processus-là, qui est un processus qui est naturel, mais qui est hyper bien fait par la nature, mais qui, pour une raison X, quand on intervient là-dedans de façon non naturelle, ben, ça pourrait causer plus de problèmes. Mais là, pour le moment, ça semble être prometteur et les risques de thrombose sont sont assez peu fréquents et sont bien maîtrisés. Mais il faut dire qu'il y avait un décès dans les essais cliniques, un jeune homme qui était sous fitousirane, puis il y a eu une hémorragie. Donc, il s'est donné de facteur 8 quelques journées consécutives, puis
tout ça a été mal diagnostiqué, mais il a fait une thrombose au cerveau, puis il est mort. Donc, il faut vraiment faire attention quand on jumelle ce produit-là avec le facteur 8, par exemple, ou d'autres. Puis aussi, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait avec des gens qui ont peut-être sont susceptibles aux thromboses en vieillissant ou s'ils ont d'autres conditions. Donc, prometteur, mais vraiment à regarder avec beaucoup d'attention. La question suivante, quel est le rythme d'administration du traitement avec Hemlibra? Comme on l'a dit un peu tout à l'heure, Hemlibra peut, selon les doses, peuvent s'administrer entre une fois par semaine à une fois par chaque 4 semaines. Plus souvent qu'autrement, ça va être chez les personnes avec inhibiteurs une fois par semaine. Maintenant, lorsqu'il va être disponible pour les hémophilia sans inhibiteur, ça pourra aller jusqu'à une fois tous les 4 semaines, selon la dose qui est injectée. Et la réponse à la dose, donc il faudra peut-être ajuster, parce qu'on comprend que, pour avoir ce médicament-là, une fois toutes les 4 semaines, il va falloir l'injecter pendant plusieurs jours consécutifs pour arriver à un certain niveau. Et ensuite, une fois ce niveau atteint, essayer de le conserver avec des doses qui seront administrées à toutes les 2, 3 ou 4 semaines. Mais la recherche démontre que les résultats sont semblables, qu'on injecte une fois par semaine, ou 2 semaines, ou 4 semaines. Ça semble donner le même résultat parce que le demi-vie est très longue. Ce sera à voir chez chaque patient. Peut-être qu'il y aura des patients qui vont arriver avec un niveau d'expression qui va être un peu plus bas, donc il va falloir répéter les doses un peu plus fréquemment. Donc, prochaine question de notre ami Nicolas en France. La prophylaxie à petite dose journalière est très développée et mise en avant par les médecins. Une question. Je dirais qu'il y a beaucoup de médecins qui trouvent que ça donne les meilleurs résultats. Si on peut s'injecter à tous les jours, on n'a pas des pics très hauts, à l'ordre de peut-être 15%, mais on a des creux plasmatiques en haut de 5%, donc très protecteurs. Puis on peut faire ça d'une façon très économique. Ça prend beaucoup moins de facteurs qu'un traitement 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine avec une facteur 8 standard. Donc, mais évidemment, il faut avoir des bonnes veines, il faut être très discipliné, très motivé pour donner des doses de facteurs à tous les matins. Et puis Nicolas se reprenait en disant, pardon, très peu développé, il voulait dire. Effectivement, dans le monde industrialisé, c'est assez peu développé, je dirais, mais dans le monde en développement, où les produits sont disponibles en moins grande quantité, on réussit à faire on a obtenir de très, très bons résultats avec ce genre de prophylaxie à faible dose. Et ça, c'est très prometteur pour ces pays-là qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits de facteur 8 ou 9 à grande quantité. Mais il faut dire que des perfusions journaliers, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, non. Une sous-question de la part de la personne qui nous parlait de phytociran. J'imagine que c'est ça, et vous me corrigerez si je me trompe, est-ce qu'on utilise ça en combinaison avec d'autres traitements, idéalement le moins possible, justement à cause de ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'équilibre fragile entre la thrombose et l'hémostase. Donc, il faut surveiller ça très près lorsqu'on l'utilise d'autres médicaments avec ça, du facteur 8 ou du facteur 9 ou des bypassing agents, par exemple, des agents de contournement, puisque c'est là que ça peut se mettre à aller très mal. C'est un peu comme le Hemlibra. Le Hemlibra, c'est préventif et on peut avoir recours au facteur 8 pour un saignement ou pour une chirurgie. Je pense que ça va changer la façon qu'on fait le traitement à domicile. Oui, on va faire le traitement avec Hemlibra ou Fitusiran à la maison, mais si jamais il y a un besoin d'autres traitements, que ce soit le facteur 8, le facteur 9 ou
pour le niestase, le facteur 7A, j'imagine que ça va se faire sous supervision médicale très proche pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications. Autre question, d'un produit à demi-vie standard, est-il préférable de passer à Hemlibra plutôt qu'à un produit à demi-vie prolongée? Là, c'est une question personnelle, un peu, qu'il faudrait que chacun adresse à son médecin en collaboration et pour qu'une décision commune soit prise. Évidemment, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement le même résultat qui va arriver d'une personne à l'autre. On sait qu'Hemlibra peut être donné très tôt dans la vie. Il ne semble pas y avoir de problème à ce qu'Hemlibra puisse être donné à bas âge. Mais si quelqu'un est déjà sous traitement à demi-vie standard, est-ce qu'il est préférable de passer un demi-vie prolongée? Certainement pour l'hémophile B, la question peut certainement se poser qu'une demi-vie prolongée, ça serait plus intéressant parce qu'Hemlibra n'existe pas pour l'hémophilie B. Pour un hémophile A, la question se pose et ce serait vraiment au cas par cas. Prochaine question, à partir de quel âge peut-on l'utiliser? Je pense que j'ai répondu. Je pense que c'est la question, une sous-question concernant Hemlibra. Hemlibra peut être utilisé là, à partir de très jeune âge. Là. OK, la prochaine question, c'est une question difficile. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que les produits à demi-vie prolongés arriveront au Québec pour l'hémophilie B? Pourquoi dans le reste du Canada et non au Québec? Bon, au Québec, les produits à demi-vie prolongés pour A et B sont disponibles, mais il y a des critères très restrictifs quant à l'accès. Donc, il faut avoir une demi-vie de 50% la normale au moins, avoir un accès veineux très difficile qui empêche de faire des perfusions fréquentes ou d'autres raisons médicales. Donc, à date, il y a quelques patients, et je pense on peut les compter sur les doigts d'une main, qui ont accès soit à un produit demi-vie prolongée pour hémophilie A ou B. Je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 pour le B et 1 pour le A. Est-ce que ça va changer? Ouais. Est-ce que ça va changer? On vient d'avoir une lettre du ministère il y a quelques mois qui dit oui, on va donner un accès beaucoup plus libre pour les patients hémophilie B nouveau-nés. Donc, ceux qui s'en viennent dans le futur auront accès. Ceux qui existent aujourd'hui n'auront pas. Donc, ça, c'est difficile. Oui, je vais venir, puis je te laisse aller, François. Oui. L'autre question, c'est que les contrats pour l'hémophilie A et B viennent à l'échéance le 31 mars 2022. Donc, d'ici là, il va y avoir d'autres appels d'offres et d'autres contrats. Et on espère bien que ça va tout changer au niveau de l'accès à ces produits-là. Donc, je pense qu'il y a bon espoir à partir de 2022. Entre-temps, je pense que les gens qui sont pas contents des résultats de leur traitement en demi-vie standard devraient se manifester et parler avec le médecin et insister et demander que le médecin fasse une demande au ministère. Ouais. Puis la principale raison, c'est que les produits sont plus chers et ça fonctionne par appel d'offres à Héma Québec et à la Société canadienne du sang pour le reste du Canada aussi. Mais lorsque l'appel d'offres d'Héma Québec a été lancé, les produits à action prolongée, les fabricants ont établi des prix qui étaient beaucoup plus élevés que pour les produits à action standard. Et c'est la principale raison que le ministère a établi des critères d'éligibilité pour pas qu'il y ait des surplus, qu'il n'y ait pas de dépenses pour des produits qui sont déjà très chers. Alors, c'est la principale raison aussi qui explique le fait que ces produits-là sont moins disponibles au Québec. Donc, comme David l'a dit, ça va changer probablement, nous l'espérons, en tout cas, lorsque les contrats vont arriver à échéance en 2022.
Et malheureusement, ils ont passé des contrats de 5 ans pour les produits en hémophilie B, pour le facteur 9. Donc, ça a tout gelé la situation pendant ces 5 ans-là. Ça, c'était contre l'avis des patients et des médecins. Oui. C'était une décision qui a été prise par le conseil d'administration d'Héma-Québec et qui a été avisée par le ministère ensuite. Une autre question, est-ce qu'avec le Hemlibra, une personne qui fait un sport doit se perfuser en plus avant? Évidemment, ça dépend de l'expression du facteur 8 qu'on aura atteint avec Hemlibra. Ce sera peut-être préférable lorsqu'on a à faire une activité qui nous met à risque de saignement, de se donner une perfusion de facteur 8 avant de pratiquer cette activité-là pour être sûr de ne pas saigner au cours de l'activité ou après l'activité. On pense, c'est difficile de créer des parallèles entre le facteur 8 et le Hemlibra, c'est pas le même animal. Ouais. Mais on pense que ça donne l'équivalent d'un taux de facteur 8 de 10 à 15% tout le temps. Et il y a de la recherche qui démontre qu'il y a très peu de saignements avec des taux de facteur 8 en haut de 11%. Donc, avec Hemlibra, on est vraiment dans une zone où ça risque d'être assez efficace à prévenir des hémorragies. Mais ça va dépendre, je pense, de chaque personne. Et on aura toujours besoin de facteur 8 aussi de concentrer lorsqu'il y aura un segment malgré la bonne protection, comme David l'a dit, qu'apporte Hemlibra. Donc, par contre, on entend parler de beaucoup de personnes, parce que moi, j'en ai parlé beaucoup de gens avec les inhibiteurs, et ils disent, avec Hemlibra, ils pensent avoir le début d'un segment, puis ils attendent, puis ça se résout tout seul, sans avoir besoin de recourir à une perfusion de facteur 8. Donc ça, c'est très prometteur. Oui, c'est bizarre que c'est disponible dans le reste du Canada. Oui, on a 2 systèmes. Dans le reste du Canada, c'est une autre série d'appels d'offres gérés par le Canadian Blood Services. Et on est venu à des conclusions différentes, à des moments différents, avec des prix différents. Donc, oui, dans le reste du Canada, le facteur 8, je pense que ça représente peut-être le tiers de tous les produits. Et dans le facteur 9, peut-être la moitié. Parce qu'on se souvient qu'avec le facteur 9, on a une demi-vie prolongée qui va jusqu'à 5-6 fois la demi-vie normale. Et avec le facteur 8, on arrive difficilement là, à faire beaucoup mieux qu'une fois et demie. Bien qu'il y ait un produit qui est très prometteur, qui est en essai clinique de phase 3, je crois bien, David, puis qui pourrait ressembler à un produit qui est à une demi-vie prolongée qui est 3 à 4 fois la normale. C'est ça, c'est 40 heures, puis avec des perfusions 1 fois par semaine. Donc, très intéressant comme avance. Mais il faut aussi faire attention avec les produits à demi-vie prolongée, surtout dans l'hémophilie B, le facteur 9, parce qu'on change le molécule. Hein. On grossit la molécule, et bien qu'il soit 5 ou 6 fois plus le demi-vie, il y a des gens qui ne sont pas certains que c'est 5 ou 6 fois meilleur. Et même, il y a des situations où les gens n'ont pas aimé le demi-vie prolongé, ils sont retournés à un demi-vie standard. Je pense que chaque personne est différente. Chaque produit agit différemment avec des individus. Donc, il faut vraiment avoir, je pense, un choix de produits pour trouver le produit qui fonctionne le mieux pour chaque personne. D'ailleurs, il y a un prochain webinaire organisé par la SCHQ en collaboration avec les centres de traitement qui va avoir lieu à la fin du mois sur justement cette approche-là personnalisée de traitement selon chaque personne parce que effectivement, d'un individu à l'autre, on peut avoir une réponse qui est différente avec un traitement à base
de concentré de facteur 9 à demi-vie prolongée, par exemple. C'est difficilement explicable. Ça fait partie un peu aussi où la mutation de gène s'est créée. Il y a une foule de considérations qui font en sorte qu'un produit va fonctionner mieux chez un individu donné et moins bien chez un autre. Ce qui fait le tour des questions qui sont apparues à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions qu'ils voudraient nous adresser avant qu'on y aille de notre mot de la fin? On espère avoir été le plus clair possible dans nos explications, évidemment, avec nos limites. On n'est pas ni David ni moi médecin, mais... C'est ça, je pense qu'on ne voudrait pas vous diriger vers un produit ou un autre. On voudrait vous montrer les avantages et les désavantages de chacun. Et aussi, surtout, que des gens ont chacune leur propre considération quand ils choisissent un produit. Ça dépend de leur âge, de leur condition physique, de leur vie. Toutes ces choses-là influencent leur choix. Je pense qu'on est très excités d'avoir tant de produits intéressants et sécuritaires. Donc, je pense que le futur est très, très prometteur. Et effectivement, et pour moi, de mon côté, étant participant, en tant qu'un café, vous écoutez parler ce matin, c'était du bonbon et c'était malheureusement, bon, on a un temps limité, mais j'ai trouvé les informations hyper pertinentes et intéressantes. Puis, et surtout, il y a tellement d'études, de recherches présentement en cours et vous avez été capables, les deux, et vraiment chapeau de prendre autant les données à l'international et l'adapter et le faire atterrir ici au Québec de façon vulgarisée. Et j'ose croire et espérer que pour les participants, ils comprennent qu'est-ce qui existe présentement en termes de vigie de la science et qu'est-ce qui est présentement offert au Québec et également voir, bon, un peu une boule de cristal de qu'est-ce qui est à venir et chapeau d'être capable de faire ça en si peu de temps. Et en fait, un autre point, et en même temps, je parle, mais si vous avez d'autres questions, les participants, allez-y, déposez vos questions dans la boîte à questions, évidemment. Et encore plus pour nous, la CHQ, l'Association de patients, évidemment, ce que vous avez offert aujourd'hui, c'est vraiment des informations pour augmenter, la compétence, les connaissances en tant que telles pour les patients et pour la famille également, et avoir des discussions qui sont différentes maintenant avec les professionnels de la santé, et ça, c'est important. Ça fait partie de l'autonomie et la défense des droits. Puis avec tout ça, ça amène justement l'autonomie en termes des choix et des traitements. Mais ce qui était surtout beau aujourd'hui, c'était du contenu scientifique avec rigueur, livré pour des hémophiles, par des hémophiles. Et ce réseau de soutien, je pense que c'est de plus grande importance. Oui, il y a la science, oui, il y a le médecin qui demeure encore des alliés, mais avoir une discussion en intimité comme aujourd'hui, c'était parfaitement génial. Merci pour ces bons mots, mais j'aimerais aussi, en plus de remercier David, remercier les participants qui ont vraiment été ont vraiment interagi avec nous tout au long de ce webinaire-là. C'est ce qu'on voulait, qu'il y ait une interaction qui s'installe au sein de ce webinaire. Et puis, chapeau à tout le monde. Ça a été vraiment intéressant. Moi, je me suis bien amusé avec vous à discuter pendant cette dernière heure et demie de produits et d'options thérapeutiques pour l'hémophilie A et B. Et je pense qu'avant de conclure, on a juste quelques sondages, je crois, à faire passer. Je crois qu'on pourrait commencer avec les sondages de satisfaction, si c'est bien ça. Oui. Donc, on attendra. Et pendant que Geneviève prépare, je ne veux surtout pas oublier, parce que vous ne voyez pas Geneviève Gagnon en arrière qui nous assiste. Donc, déjà avec le premier sondage ici. Donc, si vous voulez bien prendre le temps, ça nous aiderait énormément à continuer sur des bonnes pistes et c'est pour vous. Donc, au terme de ce webinaire, considérez-vous en avoir appris un peu plus sur les options de traitement pour l'hémophilie A et B. Ça nous donnerait un peu un baromètre de où vous étiez et où est-ce que vous êtes présentement.
Donc, en grande majorité, oui, beaucoup. Très bien. Très bien, merci. On peut... OK, il y a aussi des gens au niveau... on va laisser les votes rentrer. Puis aussi des gens pour neutre aussi. Puis en même temps, ça, c'est toujours des bons feedbacks. Au moins, si c'est neutre, ben, c'est une perspective un peu livrée de façon différente. Merci de vos commentaires. On pourrait passer avec un autre sondage parce que je pense qu'il y a 4 questions. On aimerait capter vos impressions. Alors ça, c'est la deuxième question aussi pour vous. Vous sentez-vous mieux outillé pour pouvoir en débattre avec votre médecin? Ça, c'est intéressant parce que c'est justement un des objectifs pour avoir des discussions différentes avec votre médecin. Puis, pendant que les votes rentrent, au point des David qui avait mentionné en Europe, il y avait quand même presque 50% des professionnels de la santé qui ont avoué avoir eu en fait des inconforts ou des hésitations pour bien orienter les patients. Donc, définitivement un projet à voir pour nous. Alors, oui, 50-50, autant oui, un peu plus, autant aussi des gens se croient plus neutres, mais donc c'est mitigé, mais oui, beaucoup plus et oui, un peu plus. Que vous êtes en mesure d'être mieux outillé pour avoir des discussions avec votre médecin. On pourrait aller à la troisième question. Donc ici, est-ce que les conférenciers ont su vous intéresser à en savoir plus sur les options de traitement? Encore une fois, ici, vous l'avez mentionné aussi, vous n'êtes pas médecin, mais je pense que vous êtes définitivement ceinture noire, quatrième dan dans la matière pour orienter, pour nous diriger vers des informations pertinentes. Donc, en très grande majorité, à 83%, oui, beaucoup, qui sentaient... qui ont tout intéressé, en fait, capter votre attention. Donc, surtout avec la méthode des intéressants à des questions, c'était génial. Alors, merci. Donc, en majorité, oui, beaucoup ont suscité l'intérêt. Et on pourrait y aller avec une prochaine question. Puis, avez-vous aimé la formule de ce webinaire? Oui. Donc, la formule interactive avec des cas présentés, où il y a matière à réflexion, peut-être un peu d'hésitation, mais à la fin, avec les conférenciers qui ont pu réellement ramener un petit peu avec les nuances, et c'est un peu l'objectif. Hein? L'humain est plus complexe que toutes les théories mises ensemble. Alors aujourd'hui, à 100%, sans hésitation, la formule, vous avez aimé cette formule. Et c'est génial, génial. Je regarde le temps passer. Il reste peut-être quelques minutes où je voudrais faire de mon côté quelques remerciements à la fin. Encore une fois, David et François, merci d'avoir fait cette vigie scientifique pour nous. Merci d'avoir filtré les informations qui sont pertinentes et on voit définitivement l'importance de la recherche. On veut soutenir la recherche et encore et avoir des gens comme vous qui puissent continuer à faire cette vigie. Alors, merci François, merci David ce matin pour votre temps et votre capital intellectuel qui est impressionnant. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et également pour nous, ici à la SCHQ, comme vous savez, on continue nos activités. Effectivement, ça a été mentionné par François. Donc, à la fin du mois, le 27 octobre, en collaboration avec le CTH, Dr Saint-Louis et Claudine Amès, sera avec nous en soirée pour continuer à parler sur l'adaptation des soins selon le profil du patient. Donc, c'est le 27 octobre et vous n'avez qu'à visiter le site web de la SCHQ. Vous aurez les informations à cet égard-là. Également, donc, remerciements à Geneviève Gagnon que vous ne voyez pas. Et Geneviève fait partie de l'équipe. Elle s'occupe de vous, la communauté, avec les activités. Donc, merci Geneviève d'organiser et nous assister sur le plan technique. Ça a été un bon flow technologique pour aujourd'hui. Également, remercier... oui, vous Geneviève, si tu voudrais prendre le micro et la caméra, si tu veux, mais oui. Oui, donc de la tour de contrôle, je voudrais vous remercier François et David. C'était une présentation très riche en apprentissage, en discussion.
l'interaction avec les participants. Je crois que c'était très intéressant également, puis que les gens ont beaucoup apprécié. Donc, je vous félicite et j'espère que les participants ont bien apprécié. Les sondages sont positifs, donc je suis bien heureuse là, du résultat de ce webinaire. On était bien appuyés. Merci à tous. Oui, merci de ton travail, Geneviève, et merci de ton appui, et Mylène aussi, bien sûr. Merci. C'est un plaisir. Et évidemment, pour nous, on travaille très fort en équipe. On a beaucoup de soutien externe aussi. Donc, un remerciement à tous nos partenaires également que vous voyez sur votre écran. Et merci aux participants. C'est pour un samedi avec un café, rien de mieux de vous avoir avec nous et de façon interactive de cette façon-là. Merci aux membres également de continuer à nous soutenir avec vos dons. Et justement, nous lançons très bientôt la campagne 109 et cette campagne va être beaucoup dédiée à, justement pour l'avancement de toute la recherche et toutes nos activités de soutien pour nos membres. Donc, à venir, la campagne 109, très bientôt, on va lancer des informations. Et merci, un coucou en fait à notre jumeau, Taoufik Ressi, qui est de Tunisie. Donc, un coucou à notre jumeau de la Tunisie. Comme vous savez, la SCHQ, nous sommes sur un programme de jumelage international. Donc, avec la Tunisie, nous sommes des jumeaux encore pour la prochaine année. Alors, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Taoufik. Et un coucou aussi à la France de se joindre avec nous et de savoir qu'on a cette portée vraiment, pas juste québécoise, mais à l'international. Donc, sur ce, quoi d'autre que vous remercier et à tous et à toutes encore, vous souhaitez une très belle journée. Sachez que l'enregistrement va être disponible bientôt sur le site web et partagez le plus possible dans la communauté. Il y a trop de bonnes informations pour garder sur soi. Alors, vive le partage et vive les bonnes informations et je vous dis, je vous souhaite une belle journée. Et merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. À bientôt.